Alors, est-ce que cette désinfection, domestique est, heu, nécessaire, utile, et recommandable? Enfin voilà, ça c'est vraiment la base évidemment de ce que nous allons échanger et vous aurez l'occasion évidemment de poser vos questions si jamais, il y avait des points qui resteraient obscurs après cette, présentation. Mais on va quand même commencer par recadrer, la question de la pollution intérieure et la qualité de l'air intérieur sur la santé. Parce que la désinfection évidemment rentre dans ce dans tout ce questionnement. On va aussi parler, et comparer un petit peu ce qui est désinfecté et nettoyé. On va un peu parler de ces petites bêtes, donc qui nous tracassent aujourd'hui quand on parle de désinfectants, c'est les bactéries et les virus. On va parler, est-ce que la désinfection a un impact sur la santé? On va en venir à la question de l'utilité de produits désinfectants. On va aussi alors du coup, synthétiser en reparlant de l'entretien du logement et de conseils concernant ce problème. Comment alors faut-il finalement entretenir, son logement et avec quels produits? Donc quand on parle de pollution de l'air et d'hygiène du milieu, hein, c'est quand même ça le sujet de ce webinaire. Quand on parle de pollution de l'air, il faut bien voir que c'est la question de l'introduction dans les espaces, de vie, hein, du logement, de substances qui pourraient avoir un impact sur la santé humaine. L'OMS, précise et confirme que, et on va le voir tout de suite après, que la pollution intérieure est un problème majeur de santé environnementale et qu'il faut absolument, heu, le prendre en compte. Et nous, en tout cas, par rapport à tout ça, on va garder en ligne de vie que l'hygiène du milieu, c'est 1, prévenir des maladies d'origine environnementale et 2, créer un environnement favorable à la santé et à la santé de tous. Et c'est clair que quand on compare la pollution de l'air extérieur et la pollution de l'air intérieur, ici c'est une enquête de l'Observatoire de la qualité de l'air, en France, en 2003-2005 sur 567 logements, eh bien vous voyez clairement que l'air intérieur est non seulement pollué avec plus de substances que l'air extérieur, mais qu'elles se retrouvent en plus grande concentration. Et quand on s'intéresse un peu à la nature de ces substances, ceci, c'est une enquête qui a été menée, au Grand Duché du Luxembourg sur 2 178 bâtiments, en ne recherchant que les substances qui sont cataloguées comme cancérigènes, hem, certifiées, donc c'est les catégories 1, soit, probables ou possibles. Eh bien, on se rend compte qu'il y a, 33 des bâtiments qui ont, été analysés, qui contiennent, au moins une substance, cancérigène et il y a un cinquième des bâtiments qui ont une situation qui pourrait être problématique au niveau des ondes électromagnétiques, qui sont 2 facteurs, cancérigènes. Donc évidemment, ici, nous éloigne un peu du sujet de la désinfection domestique. Mais ce qui veut dire qu'il y a 42 des immeubles analysés en tout, qui présentent en moyenne 4 polluants cancérigènes. Alors, quelles sont les sources de cette pollution intérieure? Eh bien, il y a d'abord tout ce qui vient de l'extérieur, donc l'impact de l'environnement extérieur sur l'environnement extérieur. Il y a tout ce qui va venir du sol, hein. Par exemple, il y a le gaz qu'on appelle le gaz radon qui peut venir du sous-sol. Il y a tout ce qui va être émis par le mobilier, il y a tout ce qui va être émis par l'aménagement, les équipements, les aménagements donc d'embellissement du bâtiment. Il y a tout ce qui est combustion, cuisine et chauffage. Il y a les bactéries, les virus, les moisissures. Ça, évidemment, on va en reparler abondamment. Et alors, il y a toutes les activités humaines à l'intérieur, que ce soit le tabagisme, le bricolage, le ménage, la cuisine, etc. Toutes ces petites activités du quotidien qui vont apporter beaucoup de polluants, qui vont modifier en tout cas les équilibres chimiques de la maison, avec des réactivités entre substances et ces molécules vont aussi interagir avec les habitants qui sont tous, particuliers, hein, chacun a ses caractéristiques propres, qui fait que chacun va réagir différemment à l'exposition à des polluants, qui pourraient, l'agresser, le titiller, enfin venir en tout cas perturber son équilibre. Alors, un des paramètres essentiels, de la pollution intérieure, c'est non seulement qu'on amène beaucoup de polluants, mais qu'en fait après ils sont piégés
dans la maison. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les consignes, recommandations d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments à l'heure actuelle, on oublie souvent un paramètre essentiel, c'est la question de la ventilation, de l'aération. Alors c'est vrai qu'avec le grand beau temps qu'on a pour le moment, on ouvre les fenêtres, on a envie de faire rentrer du soleil dans les maisons. Mais c'est vrai qu'en hiver, on a plutôt envie de se calfeutrer, de s'enfermer. Peut-être qu'il commence à faire fort chaud, effectivement, on va aussi fermer les fenêtres. Donc en fait, tous ces petits gestes de protection vont provoquer une non-circulation de l'air et donc un problème de concentration des polluants dans les espaces intérieurs. Ce qui m'amène à vous parler de la prévention, c'est finalement prendre des dispositions, la prévention et la précaution, donc des dispositions contre des éléments dont on sait qu'ils pourraient présenter un risque pour la santé, mais aussi des éléments qui pourraient avoir un problème sur la santé. C'est ce qu'on appelle la précaution. Et donc, le sujet, en tout cas, de Santé Habitat, du projet Santé Habitat d'espace environnement, c'est vraiment essayer de voir comment adopter des comportements, des choix de consommation qui peuvent finalement, in fine, avoir beaucoup d'impact sur la santé. Et la question de la désinfection domestique rentre tout à fait dans le cadre de cette démarche. Alors, quand on parle de désinfection et de désinfecter son logement, on est bien d'accord. On dit que c'est une opération au résultat qui est limité dans le temps. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous allez amener votre désinfectant sur une surface, eh bien, il faut bien se rendre compte que, quel que soit le produit que vous allez utiliser, si c'est un désinfectant, eh bien, la surface va se recoloniser en plus ou moins 2 heures et demie. Et si c'est un savon ou un produit qui n'a pas une vocation désinfectante à proprement parler, enfin, on ne la visualise pas comme ça, bien que le savon a déjà une propriété, par ses propriétés tensioactives, a déjà une action de désinfection, eh bien, en 3 heures maximum, toutes vos surfaces vont être recolonisées, plus ou moins vite en fonction évidemment du produit que vous allez utiliser. Et dans le cadre domestique, ben, évidemment, ce qu'on met sur tourneuf pour réaliser cette désinfection, donc cette destruction de micro-organismes qu'on considère comme problématiques pour la santé, eh bien, ce sont des substances chimiques. Alors, quand on parle de substances chimiques désinfectantes, ben, de quoi parle-t-on? Quand on cherche un peu les réglementations qui parlent de ces molécules-là, on parle de la réglementation relative aux biocides, donc des substances qui tuent la vie. Et donc, elles sont contrôlées au niveau européen dans un objectif d'harmonisation des marchés pour ne pas se retrouver avec n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Donc ces produits ont quand même une utilité, certains produits sont utilisés dans certains cadres et pas dans d'autres. Et donc tout ça est contrôlé et réglementé au niveau de l'Agence européenne des produits chimiques et aussi au niveau d'une autre réglementation qu'on connaît moins bien, qui est celle de REACH, on entend parfois ça à la radio, qui concerne l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques. Donc chaque fois que vous voyez un petit lien vert, en fait c'est un lien vers des informations complémentaires que Jean-François vous mettra dans le chat. Donc l'ensemble des liens que vous voyez ici, vous les retrouverez dans le chat. En ce qui concerne précisément les biocides, eh bien, le service public fédéral, celui de la santé publique, de la sécurité de la chaîne alimentaire et de l'environnement, met à jour une liste de biocides qui sont autorisés à l'usage en Belgique. Donc ça, c'est le cadre. Vous voyez qu'il est bien cerné, il est bien précisé dans l'utilisation de ces substances qu'on sait potentiellement problématiques. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Ça, c'est pour le cadre réglementaire. Alors, quand on parle de désinfection, on parle d'abord surtout des bactéries. On parle aussi actuellement beaucoup des virus, on en parlera aussi tout à l'heure. Mais en tout cas, en ce qui concerne les bactéries, on peut se poser la question, mais finalement, de quoi parle-t-on et contre qui est-ce que finalement on essaye de lutter? Alors, quand on parle de désinfecter, si le titre n'est pas bon, c'est désinfecter, quand se remontent les premières fois qu'on a pris conscience de ces problèmes de désinfection, c'est Louis Pasteur qui est
un des premiers avec l'évolution des techniques qui ont, donc des microscopes et autres, qui ont permis de voir, de visualiser, de se rendre compte de l'existence des micro-organismes et de faire des liens entre la présence de certains micro-organismes et la santé, qui a un peu tiré le sonnette d'alarme. Il a trouvé la pénicilline, donc qui était ce premier antibiotique pour lutter contre certaines bactéries pathologiques. Eh bien, ça a entraîné une prise de conscience qui a modifié certains comportements et certains comportements d'hygiène collective et individuelle qui ont évidemment apporté un plus. C'est-à-dire qu'on a fait attention et on a amélioré ce paramètre hygiène par une chasse aussi à ces micro-organismes et qui s'est finalement développé et qui a provoqué beaucoup de changements de comportement, de vie, ne fût-ce que pour se laver, prendre plus de soin de son environnement direct, etc., etc. Seulement, il ne faut pas confondre hygiène et hygiène. Il y a l'hygiène banale qui consiste, comme je vous le dis, à se laver, à prendre soin de son environnement direct, peut-être pas nécessairement avec des produits agressifs de type désinfectant, et une hygiène disproportionnée qui viserait à atteindre le zéro bactérie à tout crin. Je vous l'ai dit, c'est une démarche temporaire, c'est-à-dire que toutes les 3 heures, vous devriez repasser un coup de désinfectant pour être sûr de limiter la présence des bactéries à des niveaux minimums. Alors on peut se poser la question, finalement, c'est une utopie, est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'il faut aussi se rendre compte que ce sont des bactéries avec lesquelles finalement on vit depuis la nuit des temps, et donc auxquelles finalement notre système est relativement bien adapté. Et quand on parle de bactéries et d'impact sur la santé, il faut essayer de savoir bien précisément de quoi a-t-on peur finalement. Eh bien, quand on analyse les populations de bactéries, on se rend compte qu'il y a plus ou moins 3% des bactéries qui pourraient représenter un risque pour la santé. Pourquoi? Parce que les bactéries sont des systèmes qui s'auto-régulent, donc ils ne permettent pas, par leur mécanisme serait un écosystème vivant, hein, donc c'est un peu comme une savane où vous avez des herbivores et des lions, etc. C'est un système comme ça qui vit en équilibre. Et donc, en plus, vous avez aussi, vous, chaque individu, un système immunitaire très performant qui vous permet de vous défendre et de lutter contre ces agressions bactériennes. Et in fine, il y a malgré tout la médecine qui fait des progrès en permanence pour l'élaboration de produits de plus en plus performants contre la lutte contre les bactéries. Et en allant plus loin, on se rend compte quand même qu'il y a certaines bactéries qui sont même indispensables à la vie. Quand on analyse ce qui se trouve dans votre intestin. Donc, dans l'environnement en général, il y a plus ou moins le même équivalent en nombre de bactéries autour de vous et en vous que de nombre de cellules dans un corps humain. On considère qu'il y a plus ou moins 30 000 milliards de cellules dans le corps humain. Eh bien, il y a plus ou moins 30 000 milliards de bactéries autour de nous. Et quand on analyse, par exemple, tout ce qui se trouve au niveau de l'intestin, c'est ce qu'on appelle le microbiote, il y a là une quantité énorme de bactéries qui sont totalement indispensables à la vie, puisqu'elles vont transformer le bol alimentaire en nutriments assimilables par l'organisme. Donc, vous voyez ici, par exemple, on ne pourrait pas, ça ne serait à rien de détruire et d'annihiler ces bactéries-là. Et on le sait bien, puisque quand vous prenez un antibiotique parce que vous êtes malade, eh bien, un des conseils, c'est aussi, en même temps ou après, de reconstituer votre flore intestinale en prenant des probiotiques, en prenant du fromage, des choses comme ça. Donc, d'un certain côté, des bactéries sont aussi utiles à la vie. Et quand on regarde l'impact que peut avoir l'usage de désinfectants sur la santé, eh bien, les études montrent quand même qu'il y a une interaction assez importante avec des phénomènes d'irritation et de réaction asthmatique au niveau des voies respiratoires, au niveau de la peau, des yeux et des muqueuses. Le système cardiovasculaire peut être aussi impacté, notamment lorsqu'on utilise des désinfectants sous forme de spray ou d'aérosols. Et il y a aussi toute la problématique de l'impact de ces molécules sur le métabolisme, le bon fonctionnement de votre organisme, et notamment le risque de ce qu'on appelle de perturbations au niveau du système hormonal. Donc, en application du principe de précaution, eh bien, on doit aussi bien faire attention à ce qu'on apporte dans les espaces intérieurs, parce que finalement, on se dit, on reste quand même souvent en dessous des concentrations qui pourraient poser problème, mais n'oublions pas quand même que
heu, toutes ces molécules, ce mélange de molécules, ce cocktail de molécules en faible concentration, eh bien, on ne connaît pas toujours l'impact, sur la santé et je vais vous parler du risque métabolique. Si on prend, les perturbateurs endocriniens, en fait, ce sont des substances qui peuvent déjà avoir un effet à faible dose. Il faut faire attention à ce problème de mélange, donc on apporte énormément de substances qui c'est un espèce de cocktail, hein, de de quand on parle de cocktail par le temps qu'il y a évidemment, on pense tout à autre chose, mais ici c'est un cocktail chimique qui pourrait présenter un problème de santé et il faut savoir aussi qu'en toxicologie, on analyse souvent la situation polluant par polluant, mais ici c'est un problème où on est confronté à de nombreuses substances en permanence. Et puis finalement, ben, on baigne dedans, c'est un peu tous les jours et en permanence pendant toute sa vie. Et donc, ça vaut la peine, en tout cas, de prendre vraiment des précautions et de se dire attention à ce qu'on utilise, utilisons bien, utilisons convenablement et choisissons les bons produits, les produits qui sont réellement utiles. Un petit mot quand même pour préciser que dans certains cas de figure, il faut faire particulièrement attention, mais aussi prendre certaines mesures parce que ces personnes sont particulièrement fragiles. Il s'agit des femmes enceintes, la petite enfance, l'adolescence, donc tous ces organismes qui sont en développement et en croissance, qui utilisent beaucoup d'éléments de leur environnement pour se construire, mais aussi il y a toutes les problématiques autour des personnes fragilisées, personnes âgées, avec un système immunitaire déficient, etc., etc., pour lesquelles peut-être il y a des recommandations particulières qui devraient être mises en place pour préserver leur santé. Alors, quand on parle des désinfectants, c'est vrai qu'il y a la présence des substances et le risque par la substance en elle-même, mais aussi plein de petites choses et ceci est d'informations qu'on trouve facilement, notamment sur le site du centre antipoison, qui concernent, par exemple, le risque par rapport aux accidents. Alors, on parle souvent des enfants, mais les adultes aussi, parce qu'ils peuvent manipuler erronément certains produits. Un manque de prudence, on met pas des protections sur les yeux, sur les mains, oh ça va aller, on va pas renverser et puis on se retrouve, avec du produit, corrosif sur les mains. On se dit que quand on mélange 2 produits ensemble, bah, ils seront certainement plus efficaces que si on en avait qu'un seul. On prend pas la peine généralement de lire l'étiquette pour savoir en quelle concentration et comment utiliser le produit en question et on tient pas compte des symboles de danger, ça je vous les représenterai tout à l'heure. Chez l'enfant, ça c'est évidemment le problème, souvent de l'ingestion accidentelle des produits parce que les produits, quels qu'ils soient, hein, ça peut être, des produits, biocides, ça peut être des désinfectants, ça peut être bêtement des produits ménagers, sont en libre accès parce que l'armoire n'a pas été sécurisée. Donc en tout cas, pour déjà prendre une certaine, distance par rapport à ces produits, c'est, se renseigner, lisez les étiquettes, regardez attentivement, peut-être aller jeter un œil sur le site, Lire avant utilisation, donc vous trouverez le lien, sur le chat, qui est une campagne qui est menée par, la donc le centre antipoison, qui incite et qui invite les gens à bien lire les étiquettes des produits qu'ils utilisent. Et pour revenir à cette problématique des pictogrammes de danger, je vous les présente ici rapidement pour vous les rappeler. D'abord, un petit rappel qu'ils ont changé avant, c'était des petits triangles orange, donc un dessin noir, un picto noir sur fond orange. Ils ont changé. Ces petits pictos noirs, mais sur fond blanc, entourés d'un losange sur pointe rouge. Mais quand on regarde bien, bah, on retrouve les classiques, hein, toxiques, corrosifs, inflammables, comburants, explosifs, dangereux pour l'environnement. Ça, par exemple, c'est l'eau de Javel, hein, qu'il ne faut pas mettre dans une toilette parce que si vous avez une fosse septique, ça peut détruire en tout cas la faune, la flore bactérienne qui participe à la minéralisation de la matière organique. Mais aussi, il y a celui-ci qui a fortement changé, et ça vaut la peine d'attirer votre attention dessus, c'est irritant et nocif qui est devenu un petit point d'exclamation. Mais il y a aussi un nouveau, et donc ce nouveau, ça reprend les produits qui peuvent être cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, et qui se présentent sous la forme d'une petite étoile dans la poitrine d'une personne. Donc ça, ce sont des symboles, en tout cas, que vous devez repérer quand vous lisez une étiquette, parce que ça va entraîner, en tout cas, une manipulation particulière du produit. Vous pouvez aussi vous référer au label. Alors, pour ça, je vous invite à aller voir les brochures réalisées par l'association Ecoconso, qui vous présente des labels auxquels vous pouvez vous référer de manière sûre
concernant les produits désinfectants et d'entretien. Mais il faut surtout aussi, quand on regarde une étiquette, se méfier des faux messages naturels, vert nature, à l'odeur de muguet. Ne sont pas évidemment des messages qui sont réglementés, ils n'ont pas de valeur légale. Et donc finalement, le fabricant peut mettre un peu tout et n'importe quoi pour attirer, rendre le produit plus attractif pour les personnes qui auraient une petite sensibilité nature, ou en tout cas l'impression de faire du bien en prenant le produit en question. Donc, ça, c'est le point attention. Attention aux étiquettes. Lisez bien les étiquettes quand vous choisissez ou vous achetez un produit. C'est très important. Quand vous nettoyez aussi, pour éviter de disperser les crasses, enfin la matière que vous voulez enlever, ou même les bactéries et autres, ça vaut la peine en tout cas de veiller à avoir du matériel de nettoyage propre et toujours bien entretenu, pour éviter de participer finalement à la dispersion des polluants. Et pour terminer cette partie-ci, je dirais qu'il faut aussi faire attention aux contenants vides, surtout ceux qui présentent une sécurité enfant, les flacons qui présentent un pictogramme de danger, hein, la petite tête de mort, ou monsieur avec son petite étoile dans le thorax, ainsi que tous les flacons ayant contenu herbicides ou pesticides. Ces flacons doivent être apportés au parc à containers. Renseignez-vous auprès de votre intercommunal de déchets, parce que ces produits, ces contenants vides, ou parfois dans lesquels il y a encore des restes de produits, doivent subir un traitement particulier avant d'être recyclés. Alors voilà, on a vu, on a fait un petit tour sur la question des bactéries. C'est un peu rapide, hein, bon, excusez-moi, mais bon, en une demi-heure, c'est un peu compliqué de tout synthétiser. Mais donc, on a fait un petit tour sur la question des bactéries. On s'est vu quand même que certaines étaient indispensables, et que la part de celles qui étaient potentiellement nocives n'était pas énorme. On a vu aussi la question de l'impact sur la santé. On a déjà vu quelques pistes pour vous aider à choisir le produit, en tout cas des pistes de gestes à faire pour prévenir les accidents par rapport à l'utilisation des produits utilisés. Mais finalement, par rapport à tout ça, quelles sont les recommandations qui sont en vigueur par rapport à la désinfection, quand on fait le constat de la réalité des choses? Eh bien, en fait, il est admis en tout cas qu'un produit détergent suffit amplement pour l'entretien domestique. Je le répète, un produit détergent suffit amplement pour l'entretien domestique. Alors, il dit, mais et dans quel cas? Parce que je vous dis tantôt, effectivement, que dans certaines situations, peut-être que ce serait utile d'utiliser un désinfectant. Eh bien, ça, je vous réfère à votre médecin généraliste, ou n'importe quel médecin qui, par rapport à une situation individuelle, personnelle, particulière, ou une situation familiale, vous imposerait, ou vous proposerait en tout cas, des gestes de désinfection, parce que soit le public ou soit la maladie détectée le nécessite. Ça peut être aussi votre pharmacien. Et il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est recommandation des instances sanitaires officielles du pays. Et donc ça, c'est répondre à la question, mais qui vous donne le conseil de faire quoi? Évidemment, c'est un vendeur de produits désinfectants, ce n'est pas une bonne piste. Par contre, ici, si on va voir sur certains sites officiels du service public fédéral, eh bien, notamment pour le cas précis de l'infection au coronavirus, qui nous occupe maintenant depuis presque 2 ans, eh bien, à plus de 2 ans, on voit quand même qu'il y a une recommandation bien simple, c'est de dire que vous pouvez continuer à utiliser votre détergent habituel pour nettoyer. Par contre, si un membre de votre ménage est contaminé ou potentiellement contaminé, désinfectez une fois par jour les surfaces dures qui sont fréquemment touchées avec de l'eau de javel. Donc, on voit bien qu'on rejoint ici les recommandations qu'on trouve par ailleurs, c'est-à-dire que dans tous les cas de figure, l'entretien domestique ne doit pas intégrer de substances désinfectantes, sauf sur l'avis d'un médecin, sauf sur l'avis d'un pharmacien, ou parce qu'il y a une recommandation particulière, parce qu'il y a une situation sanitaire particulière. Une autre situation qui pourrait engendrer la nécessité
de l'usage de désinfectants, c'est la question des moisissures. Alors, des moisissures, c'est quand on a un problème d'humidité et que vous avez le développement de champignons microscopiques, mais qui forment des taches qui sont visibles à l'œil nu, de moisissures. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, le recours à un désinfectant pourrait s'avérer utile pour localement avoir opéré en tout cas un nettoyage des bactéries. Et je vous conseille en tout cas, quand vous nettoyez des moisissures, c'est d'y aller d'abord en humectant la zone à traiter pour plaquer les moisissures, les spores et les éléments allergènes qui pourraient se diffuser. Donc on prend l'éponge, on la trempe avec la solution de détergent ou de vinaigre ou de désinfectant. Vous la trempez convenablement, vous humectez la zone pour éviter la dispersion, et puis vous allez nettoyer convenablement la zone. Mais dites-vous bien que si vous ne faites pas réparer les dégâts donc de la structure du bâtiment qui sont responsables de l'humidité, les bactéries vont se réinstaller tout de suite. Et surtout, vous devez aussi voir si ce n'est pas dû à un mauvais comportement avec trop de calfeutration de votre bâtiment et que vous ne renouvelez pas assez l'air, ce qui provoque une saturation en eau dans vos espaces intérieurs avec une condensation sur les zones froides. Et donc, ça, j'insiste aussi, c'est sur l'importance de renouveler l'air régulièrement pour gérer indirectement les problèmes de moisissure. Donc, l'importance de la structure du bâtiment, elle doit être correcte. L'importance aussi d'avoir un niveau d'humidité dans le bâtiment, dans le logement, relativement faible pour pouvoir anticiper un problème potentiel de condensation et donc d'apparition de moisissure. Et n'oubliez pas quand même que si la surface est supérieure à 1 mètre carré de moisissure, il convient alors peut-être de faire appel à un professionnel qui lui prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter la dispersion des moisissures et des éléments allergisants dans l'espace de vie. Donc en prévention, je vous l'ai dit, hein, c'est attention au contrôle de l'humidité. Ça doit rester entre 40 et 70% d'humidité relative. Ça peut se contrôler facilement avec un hygromètre. Allumer la haute pour éliminer l'humidité. Des petits gestes simples, mettez sécher votre linge au maximum dehors ou sur un balcon. Couvrir les casseroles, par exemple, quand on cuisine pour éviter la dispersion d'humidité. Et encore une fois, renouveler l'air, renouveler l'air, renouveler l'air. C'est quand même un geste important. Et généralement, on dit, même en hiver, 1 fois par jour au minimum. Ça dépend de l'occupation, ça dépend de vos activités à l'intérieur, mais au moins 1 fois par jour au minimum, plutôt le matin, au lever. On ouvre les fenêtres, on fait un beau courant d'air pour éliminer l'humidité qui était accumulée pendant la nuit. Alors, pour les produits d'entretien, alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? C'est d'ailleurs aller vers la simplicité. Finalement, on le voit bien, pour l'entretien classique, un nettoyant multi-usage, un savon, avec en plus peut-être un anticalcaire, donc une substance qui va dissoudre le tartre, suffisent amplement, tout en respectant le dosage, le mode d'emploi. Et alors surtout éviter tout ce qui est aérosols qui peuvent disperser des micro-gouttelettes qui sont finalement des micro-gouttelettes qui contiennent des concentrations très importantes, très concentrées de produits actifs, et donc qui peuvent se redéposer ensuite sur d'autres surfaces, sur les poussières, et peut être aussi respirées par la suite. Et donc, n'oubliez pas que l'eau, par elle-même, a déjà des propriétés tensioactives. Si vous y ajoutez un savon, des cristaux de soude pour l'aspect dégraissant, eh bien, vous allez avoir déjà un produit efficace qui peut, si vous avez vraiment une crainte par rapport à ces problèmes de bactéries hautes, il faut bien se rendre compte que utiliser une eau savonneuse peut réduire déjà de 80% les bactéries présentes sur une surface. Mais vous pourriez aussi tester l'idée de faire vos produits d'entretien vous-même, en vous référant si possible parce qu'on trouve parfois aussi tout et n'importe quoi sur Internet et sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a moyen de trouver aussi des informations. On va aider, je ne sais pas être éco-consultant, reménage, vous pouvez aussi prendre contact avec nous pour avoir des informations. Et c'est vrai que quand on creuse un peu cette partie-là, on se rend compte qu'avec un peu de savon, du vinaigre, d'alcool, un peu de bicarbonate de soude ou des cristaux de soude, on parvient déjà à pratiquement nettoyer toute sa maison. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre des précautions pour ne pas laisser ces matériaux à proximité ou à portée de main des enfants parce qu'on se dit, oh, de toute façon, c'est naturel. Non, non,
ces produits doivent être aussi mis en sécurité, parce que le vinaigre d'alcool, ça reste un acide, les cristaux de soude, ça reste un agent qui est relativement basique, et donc qui peut avoir un effet, ne fût-ce que sur la graisse des doigts, on le sent tout de suite, hein. Donc, ce sont des substances qu'il faut faire attention à l'ingestion notamment. Alors, pour en terminer avec ce petit webinaire, et avant de passer aux questions, donc, les questions à se poser, c'est ai-je vraiment besoin du produit désinfectant que je veux utiliser? Est-ce que ça vient d'une information qui est une obligation, en tout cas médicale, une recommandation de votre médecin ou de votre pharmacien? Est-ce que c'est une recommandation qui vient d'instances officielles? N'oubliez pas de toujours lire les étiquettes, respecter les dosages, ne pas mélanger parce que vous pensez que ça ira mieux les produits que vous avez. Et aussi, donc, n'oubliez pas de l'eau, du savon, du vinaigre d'alcool pour les noillages intérieurs, pour avoir déjà une situation tout à fait correcte au niveau de l'hygiène de votre logement. Ce sont des produits essentiels et tout à fait aussi au niveau financier. Ce sont des produits qui sont nettement plus accessibles et qui présentent un coût moins important. Et je terminerai évidemment par conseil de garder ces produits hors de portée des enfants. Et n'oubliez pas, renouveler l'air, ventiler vos locaux au moins une fois par jour, 15 minutes, pour ne fût-ce que l'humidité, ne fût-ce que pour renouveler l'air, ramener de l'oxygène et éliminer le gaz carbonique. Enfin, tout ça, c'est des petites choses qui peuvent améliorer le confort, améliorer le bien-être et en tout cas préserver la santé des occupants. Donc, si vous voulez en savoir plus, nous avons une permanence téléphonique. N'hésitez pas à nous téléphoner au 071 300 300 si vous avez d'autres questions qui vous viendraient sur des thématiques liées à la pollution intérieure. Ah ben, il ne veut pas la passer. Ah voilà. Sur le site Santé Habitat ou sur un site d'espace et environnement, vous trouverez les brochures. Donc, ce sont un ensemble de documents qui sont téléchargeables. Donc, on en a encore en version papier. On peut vous envoyer, par exemple, si vous vouliez faire une activité d'information sur la question je sais pas, du nettoyage ou du renouvellement de l'air ou la question de l'humidité, eh bien, on peut vous envoyer une dizaine, enfin, le nombre de fiches que vous souhaitez en fonction des stocks que nous avons à disposition. On peut aussi, si vous le souhaitez, vous envoyer le dessin. Il y a des grands dessins en fait dans les fiches et vous dites: «Tiens, moi j'aimerais bien avoir ce dessin-là en version A3 ou plus grand pour faire une animation avec un groupe d'habitants et bénéficiaires». On peut aussi voir ce qu'on peut faire pour vous aider ou vous accompagner en tout cas dans la réalisation de votre activité de sensibilisation. On peut aussi faire des animations, hein, donc ça, si vous dites: «Mais non, nous, on aimerait bien que quelqu'un chez vous vienne pour nous parler de la pollution intérieure, la question de l'humidité, des ateliers produits entretien», tout ça, on peut réaliser. Vous pouvez toujours prendre contact avec nous pour voir comment on peut répondre à vos attentes. On a un site santé, donc un site internet, si vous voulez d'autres informations, qu'on essaie d'alimenter régulièrement. On a une page Facebook aussi. N'hésitez pas à nous rendre visite et voir si vous cherchez de l'information sur les thématiques. Voilà, eh bien, on vous remercie en tout cas de votre attention pour avoir écouté pendant toute cette intervention.